Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, nous allons parler de l'endroit où vous étiez avant de vous incarner. Vous êtes-vous déjà demandé où vous étiez juste avant l'instant de votre naissance? Étiez-vous dans votre corps? Où étiez-vous ailleurs? Je mentionne très souvent cette subtilité des étapes de la naissance, car je remarque que certains bébés sont déjà habités de l'âme qui est vouée à s'incarner dans le corps du nouveau-né, tandis que d'autres semblent arriver beaucoup plus doucement, par étapes, et semblent parfois même absents quelques jours après la naissance. Je crois qu'il y a là une partie de réponse à pourquoi certains bébés sont très vifs, tandis que d'autres ont du mal à sortir de leur sommeil. Bien évidemment, je fais des généralités, mais j'ai bien remarqué que toutes les âmes n'arrivaient pas sur Terre à la même vitesse et aux mêmes étapes. Mais dans ce cas, si elles ne sont pas dans le corps du nouveau-né, si elles ne sont pas dans leur véhicule terrestre, tout nouvellement conçu, où sont-elles? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, car lorsqu'une âme décide de s'incarner, c'est un vrai saut vers un monde nouveau qu'elle entreprend, la faisant passer d'une conscience bien vaste, dans un monde quasi sans limite, à un esprit unique, individuel, contenu dans un corps qui semble presque minuscule, fait de matière, dense et solide. Bien heureusement, tout dans la nature est fait de nuances. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous devrions réapprendre, nous, occidentaux. La nuance. Car tout dans notre processus de vie et d'incarnation est fait de nuances, d'étapes, d'une sorte de morcellement dans le temps, d'étapes de création et de manifestation. Bien évidemment, ces étapes sont nécessaires lorsque l'expérience implique une certaine forme de densité, de matière. Alors, pour bien s'incarner, l'âme a besoin de suivre tout un processus qui permettra de mettre en cohérence son esprit et son corps. Elle va alors passer par certaines étapes qui garantiront une expérience riche et coopérative entre ces deux polarités qui la constitueront toute son expérience terrestre durant. Alors avant de vous parler de ces mondes pré-incarnationnels, ces espaces qui existent avant que nous intégrions notre corps de matière, j'aimerais vous parler un petit peu de ma vision du processus d'incarnation. Je le rappelle à chaque épisode, et je le ferai certainement à chacun des suivants, je ne vous expose ici que ma vision des choses, souvent issue de perceptions, d'informations, intégrées par claire connaissance ou durant les séances de soins que je propose quotidiennement. Comme je le disais, l'âme est un véhicule bien vaste. Oui, je considère déjà l'âme comme étant un véhicule. Puisque la conscience est conscience, elle a besoin de se constituer des corps qui lui permettront de naviguer de dimension en dimension, de monde en monde. Mais pour habiter un monde, il faut parfois appartenir à une multitude d'autres qui sont tous constitutifs de ce monde final. Pour faire partie du monde matériel, il faut aussi habiter l'éther, l'astral, le plan causal, le plan mental. Et pour chacune de ces dimensions, il faudra se constituer un corps. L'âme étant une version, un véhicule des plus subtils, elle devra se constituer de nouveaux véhicules de plus en plus denses pour pouvoir être accueillie et contenue dans notre monde terrestre. Pour cela, elle va donc se constituer des corps qui auront chacun un rôle bien spécifique.
L'existence humaine est bien plus complexe que ce que l'on veut bien en dire. Il n'y a qu'à regarder les progrès de la médecine, de la psychologie ou du développement personnel pour se rendre compte que nous sommes constitués d'une infinie richesse et encore une fois, d'une infinité de nuances. Aussi, les créations de ces différents corps subtils vont se faire petit à petit en fonction des caractéristiques que l'âme aura choisi d'incarner. Une âme peut s'incarner en une multitude de personnalités différentes. Et c'est pour cela que l'on parle de réincarnation ou de vies antérieures. Chaque âme a un vécu particulier et s'est déjà incarnée, sur Terre ou ailleurs, de multiples fois. Et pour ce faire, elle doit extraire une part d'elle-même qui constituera la personnalité et l'existence individuelle. Pour cela, elle doit se réduire une première fois, et n'entendez pas là dans le mot réduire qu'il s'agit d'un processus péjoratif qui pose souci, c'est une complète nécessité que de sélectionner des caractéristiques qui vont constituer un esprit qui aura des talents particuliers, des attentes particulières et une manière de naviguer dans le monde qui sera un prisme à part entière. Alors, au fil de la création de cet esprit qui intégrera ce corps à venir, l'âme va donc choisir d'incarner certaines caractéristiques particulières. Elle va donc faire en sorte que l'esprit qui se constitue, qui est en naissance, en gestation, soit connecté par exemple à certaines mémoires karmiques. Par mémoire karmique, j'entends des mémoires issues d'autres existences qui ont besoin de collaborer ou d'être abordées durant cette incarnation présente. Par exemple, un enfant qui aurait vécu des conflits sociopolitiques durant une expérience de vie particulière et qui l'aurait vécu dans une grande douleur avec la perte de ses parents ou la perte de son foyer, la crainte que ce ne soit de sa faute si toutefois il lui est arrivé telle ou telle chose, va s'incarner avec certaines peurs, certaines facultés ou certaines manières d'interagir avec ses parents ou son environnement direct. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a tout un processus de collaboration entre les différentes incarnations qui permettent finalement à tout ce qui est vécu par l'âme de pouvoir être abordé, soigné, repensé, adapté à un moment donné. Tout apprentissage nécessite encore une fois des étapes. Aussi, quelque chose qui arrive dans une vie A pourra être compris d'une manière différente dans une vie B, et puis peut-être concrétisé d'une manière encore différente dans une vie C. Ces 3 étapes auront été nécessaires, mais pour qu'elles puissent être abouties, il faut que l'âme décide d'intégrer dans l'esprit en gestation, dans l'esprit qui s'incarne, une part de la mémoire de cette expérience pour qu'elle puisse être conscientisée, ou en tout cas faire partie d'une part de l'inconscient, et donc être réalisée d'une manière ou d'une autre dans l'expérience. Aussi, l'esprit est habité de mémoires qui font partie de différentes incarnations qu'il a vécues à différentes périodes de l'histoire, terrestre ou d'ailleurs. Mais il y a aussi dans ces corps subtils une connexion, une reconnaissance qui permettra d'activer certaines mémoires transgénérationnelles. Ces mémoires transgénérationnelles auront dans tous les cas un rapport avec quelque chose qui résonne dans l'histoire de cette âme qui s'incarne. Mais il y a aussi tous les potentiels, tous les talents de l'esprit qui seront contenus dans ces différents corps. Les mémoires transgénérationnelles, par exemple, sont plutôt contenues dans le corps éthérique. Les mémoires karmiques sont plutôt contenues dans le corps astral. Les caractéristiques de la personnalité sont un petit peu dans les deux, mais aussi dans le corps mental. La création et la constitution de ces différents corps subtils permettra à l'esprit qui s'incarne de pouvoir venir avec une sorte de boîte à outils intérieure qui nourrira sa manière d'interagir avec le monde, qui nourrira sa vision du monde et les potentiels qui sont voués à éclore, qui existent en lui, mais qui ne se révéleront que s'il fait en sorte de les utiliser et donc de les découvrir. L'ensemble de ces corps subtils
sont voués à entrer en connexion avec un corps très spécifique, sans lequel l'esprit ne pourrait pas faire partie de ce monde terrestre. En tout cas, pas de la même manière. Il s'agit du véhicule terrestre, du corps dans lequel vous êtes actuellement et grâce auquel vous entendez ce que j'ai à vous dire. Lorsque le véhicule terrestre est en gestation, alors l'esprit est en train de constituer les dernières étapes de ces corps subtils qui sont voués à résonner complètement avec le corps de matière qui est en gestation. Il faut absolument qu'il y ait une cohérence entre l'esprit et ses corps subtils ainsi que son corps de matière. D'ailleurs, le corps de matière est constitué en dernière étape grâce à la trame, une sorte de matrice qui constitue l'esprit à part entière. L'esprit donne les grandes structures du corps. Les caractéristiques physiques dépendent donc d'informations bien plus subtiles, issues à la fois, bien évidemment, des parents et des ancêtres en termes généraux, mais aussi de ce que l'âme a envie d'incarner, de ce qu'elle souhaite représenter, de l'image qu'elle a d'elle en tant que cet esprit singulier. À ce moment, lorsque le corps est en constitution et que l'esprit est déjà bien défini, alors l'âme a déjà choisi son chemin d'incarnation. En tout cas, les grandes étapes de sa vie, ce par quoi elle aimerait idéalement passer, mais aussi sa famille, ses proches, l'environnement de vie, le pays, la communauté. Toutes ces caractéristiques sont importantes et sont déjà définies lorsque le véhicule terrestre est en train de se constituer. Tout simplement parce que notre corps est nourri de toutes ces caractéristiques. Aussi, l'esprit, pour s'adapter, s'habituer à ce nouveau corps, va de temps en temps faire des sortes d'allers-retours entre l'invisible et le corps de matière qui l'habitera plus tard. 9 mois sont donc les mois idéaux pour s'adapter à ce nouveau corps. Là encore, la durée dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de curseurs, physiques ou spirituels. C'est d'ailleurs très intéressant de constater que certaines femmes enceintes sentent que leurs bébés sont potentiellement moins toniques à certains moments, en excluant l'aspect médical bien évidemment. Lorsque tout va bien et que tout a été vérifié, on constate que le bébé a tendance pendant 1-2 jours à être beaucoup plus discret, à moins bouger, surtout en fin de grossesse. Eh bien, il arrive souvent que l'esprit qui est voué à incarner ce petit corps en gestation soit simplement très loin d'ici. Il continue de faire ses allers-retours entre ces lieux spécifiques dont je vais vous parler et le corps qui l'habitera durant toute une vie d'humain. Ainsi, lorsque la naissance a lieu, eh bien l'âme s'est réduite, entre guillemets, en un esprit qui possède des caractéristiques singulières et qui, dans cette volonté de s'incarner en observant et en vivant le monde par un prisme très singulier, s'est constitué des corps subtils et un corps de matière qui constitueront ces véhicules pour la vie. Mais il s'agit quand même là d'un bien grand projet. Nous sommes tous d'accord pour nous dire que la vie terrestre, eh bien, ce n'est pas une partie de plaisir, pas seulement. Bien évidemment, c'est une expérience d'une richesse infinie, mais qui demande quand même un certain investissement personnel et une bonne dose de volonté. Alors, pour adapter l'esprit à sa nouvelle condition humaine, il va vivre tout un tas d'étapes, d'adaptation, mais surtout une étape particulière qui semble être une étape clé pour réussir au mieux son incarnation et son arrivée sur Terre. Et cette étape est celle d'habiter momentanément des dimensions de pré-incarnation.
Alors, peut-être que vous vous dites, de quoi nous parle-t-elle ? Qu'est-ce que c'est que ce terme ? Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est utilisé ailleurs. Je n'en ai aucune idée, puisque c'est une information que, pour ma part, je n'ai encore jamais vue dans les ouvrages auxquels j'ai eu accès. Donc je vais vous en parler sans notion extérieure, simplement par mon prisme, ma vision et mon expérience de ces dimensions de préincarnation, ou en tout cas de la manière dont je les ai perçues en tant que médium. Ce que j'appelle des dimensions de préincarnation, ce sont finalement des sortes de lieux, de mondes, qui sont comme des mondes intermédiaires entre l'espace qui est habité originellement par une âme et la dimension matérielle qui est finalement notre monde, celui que nous habitons, avec toutes ses caractéristiques matérielles, bien concrètes, comme le diraient certains. Comme je le disais en introduction, il me semble important de réintégrer dans notre manière de penser la notion de nuance. Parce que la notion de nuance, elle nous permet à la fois d'accepter les processus temporels qui nous semblent un peu longs, mais aussi les différentes étapes nécessaires pour pouvoir constituer quelque chose de complexe. Nous sommes des êtres complexes, mais surtout, nous sommes des êtres constitués d'émotions. Constitués, ou en tout cas, se servant de cet outil que sont les émotions pour pouvoir percevoir et retranscrire une information d'un point de vue du cœur et de l'esprit, bien évidemment. Aussi, la première fois que j'ai été confrontée à cette notion de dimension de préincarnation, c'était lors d'une séance. Je ne sais plus très exactement le sujet qui était abordé à ce moment-là, mais je me souviens avoir été emmenée vers un espace, un monde, qui visuellement ressemblait beaucoup à la Terre, mais dont la substance n'était pas la même. Ce n'était pas similaire, il n'y avait pas le même ressenti. Je me souviens avoir vu effectivement qu'il y avait cette âme-là, prête à s'incarner, avec laquelle je discutais 5 minutes avant, et tout un tas d'autres âmes prêtes également à s'incarner. Alors, à ce moment-là, ce que j'ai appris, c'est que le rôle d'une dimension de préincarnation était tout d'abord de représenter des paysages terrestres relativement bruts, qui permettent finalement à un esprit de se familiariser avec sa condition d'esprit, de commencer à comprendre que son fonctionnement n'est pas similaire à celui d'une âme, beaucoup plus réduit, avec des outils très particuliers, des outils de compréhension comme le mental, l'émotionnel, l'imagination. Tout cela constitue des versions réduites, singulières, d'outils bien plus vastes qui constituent l'âme. Aussi, dans ces dimensions de préincarnation, les paysages sont en tout point similaires à ce que la nature terrestre peut représenter, ce à quoi elle peut ressembler. Aussi, cette sensation particulière que j'ai ressentie, qui n'était pas en substance commune à ce que l'on peut ressentir sur Terre, c'était la signature astrale, astralo-éthérique même. C'est-à-dire une sorte de mélange de ce qu'est l'énergie éthérique, qui forme les prémices de la matière, et de ce qu'est l'énergie astrale, et qui forme plutôt ce qui est de l'ordre de l'intuition ou de la connexion instantanée, bien moins sujette à ces fameuses nuances et ces fameuses étapes qui font durer les processus dans le temps. En occupant un espace qui est en tout point similaire au paysage terrestre, mais qui conserve les caractéristiques de l'astral et de l'éther, eh bien l'esprit peut commencer à se familiariser avec une forme de matérialité par la signature éthérique du lieu, mais conserver ce qui est familier pour lui, c'est-à-dire la signature astrale. En percevant déjà des paysages similaires à ce qu'il va rencontrer ou connaître durant sa vie, ce qui constituera les grandes caractéristiques du monde qu'il va intégrer, eh bien, il commence à poser ses familiarités avec ce monde et à s'y sentir déjà un petit peu chez lui et à en comprendre les codes et les lois physiques notamment. Mais ces espaces de préincarnation permettent aussi les premières interactions avec d'autres individus. Parce que oui, lorsque je me suis connectée, que j'ai perçu ces dimensions de préincarnation, je me rendais compte
qu'il y avait d'autres personnes, tout un groupe d'esprits prêts à s'incarner. Étonnamment, ces esprits n'étaient pas nécessairement voués à cohabiter ou à se rencontrer durant leur incarnation terrestre. Et cela n'avait pas nécessairement d'importance, tout simplement parce qu'il semblait nécessaire que l'esprit conserve la conscience qu'il n'a pas besoin de connaître ou d'aimer quelqu'un pour se sentir relié à lui. Il n'a pas nécessairement besoin d'avoir partagé une histoire avec cet être pour que quelque chose les lie, pour que quelque chose de commun soit vivant en chacun. Aussi, c'est une manière de s'habituer à une forme d'altérité, l'autre, l'existence de l'autre, et comment interagissent les corps éthériques entre eux lorsque l'on s'approche, lorsque l'on entre en communication ou lorsque l'on se rencontre. Finalement, ces espaces de préincarnation sont pour les esprits un moyen de s'entraîner à utiliser ces outils et de patienter le temps que le véhicule terrestre soit prêt, puisque sur Terre, toute constitution, toute création dépend du temps et de l'espace. Aussi, ces dimensions de préincarnation sont une possibilité pour l'esprit de se familiariser avec la notion d'espace, reliée avec la dimension temporelle. Mais il y a aussi la nécessité de ces étapes d'appréhension de ce qu'est le corps de matière et de l'appréhension des premiers sens réellement matériels. Ces dimensions de préincarnation permettent à l'esprit de faire de petits allers-retours jusqu'au corps de matière, puis de revenir dans ces dimensions de préincarnation pour s'adapter, un petit peu comme on mettrait un doigt de pied dans l'eau froide histoire de prendre la température. Eh bien, il s'agit de la même chose pour l'esprit prêt à s'incarner. Certains sont prêts à faire le grand plongeon. D'autres ont besoin d'y aller petit à petit. Et en ce sens, j'ai d'ailleurs perçu quelque chose de très intéressant lorsque je percevais cet esprit dans son espace de préincarnation, c'est qu'il y avait la possibilité pour lui d'ouvrir comme une sorte de fenêtre visuelle, je ne saurais l'expliquer autrement, qui lui permet finalement de pouvoir percevoir des portions de vie de ses parents, de la maison dans laquelle il va habiter. Il peut, en direct, observer sur certaines portions de temps ce qui est en train de s'affairer avant son arrivée. C'est d'ailleurs pour cela que certains enfants se souviennent du moment durant lequel ils ont choisi leurs parents ou de ce qu'il se passait à ce moment-là. Tout simplement parce qu'ils sont descendus avec une mémoire toujours très vive de ces petites fenêtres visuelles auxquelles ils avaient accès lorsqu'ils étaient dans cette dimension de préincarnation. C'est donc un bon moyen de se familiariser d'autant plus avec ce monde prêt à nous accueillir. Bien évidemment, ces dimensions de préincarnation permettent également aux guides ou aux proches de l'esprit de pouvoir faire des petites apparitions de temps en temps, même si elles sont encore très limitées. De la même manière, il est nécessaire que l'esprit s'adapte à une nouvelle manière de communiquer et avec l'invisible et avec la matière. Il va donc avoir beaucoup plus accès à sa vie terrestre, mais un petit peu moins accès à sa vie céleste. Tout simplement parce que c'est comme cela qu'il vivra une majeure partie de son existence, voire la totalité de son existence terrestre. Mais alors, ces mondes de préincarnation, à quoi ressemblent-ils concrètement ? Dans ceux que je perçois, il y a toujours des lieux de nature brute, des montagnes, des plages, des forêts. Et je pense qu'il s'agit là simplement d'une constitution vierge de la nature telle qu'elle se présente à l'origine, ou telle qu'elle se présentait à l'origine, parce qu'il me semble qu'elle soit celle qui révèle et réveille le plus nos instincts primaires, nos élans profonds, notre source originelle, du corps, mais aussi de l'esprit. Toute constitution humaine est déjà une suite de la première création humaine. Tout humain qui crée quelque chose de nouveau l'a créé de par sa nature humaine. Mais pour apprivoiser sa nature humaine, il faut lui-même qu'il revienne à sa source, sa matrice originelle, la Terre. Aussi, ces dimensions de préincarnation me semblent en tout point semblables à la planète Terre et à ses différents paysages,
Tout simplement parce que cette terre-mère, celle qui a conçu et conçoit encore l'ensemble de ces corps liés à la Terre. Aussi, les paysages ressemblent à la Terre, mais l'ambiance, à mon sens, est beaucoup plus proche de celle que l'on ressent dans les rêves qui ont une étrange intensité. Je suis sûre que vous avez tous et toutes déjà fait l'un de ces rêves qui vous laisse une trace, une ambiance, un état d'être particulier pendant toute la journée qui suit. Ces rêves très clairs dans lesquels il se passe des choses particulières, dans lesquels il y a une intensité de conscience et de vie particulière, qui est proche de ce que l'on perçoit dans notre état conscient quotidien, mais qui reste pourtant bien différent. C'est à cela que ressemble l'état de conscience et l'état de perception dans les dimensions de préincarnation. Étonnamment, il m'arrive aussi de percevoir ces dimensions de préincarnation comme étant quelque chose de moins lié au corps et de moins nuancé, justement. Certains esprits me montrent comme une sorte de vision de la planète Terre, comme s'ils étaient assis sur un siège à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Terre, à l'observer de loin, en attendant qu'ils puissent descendre jusqu'à leur corps. Il me semble d'ailleurs que c'est une vision qui a été imagée par le dessin animé ou l'animé Soul, qui est une création Disney-Pixar, il me semble, et qui est très cohérente avec la manière dont je perçois certaines étapes de préincarnation. Dans ces cas-là, on a affaire à des âmes ou des esprits légèrement plus expérimentés, qui connaissent déjà très bien la nature humaine et qui n'ont pas besoin de tant d'étapes d'adaptation parce qu'ils se sentent prêts ou prêtes à sauter dans le grand bain sans toutes ces étapes. L'incarnation est un voyage fabuleux, un voyage plein de joie, mais aussi de peine, d'allégresse, mais aussi de souffrance. Toute âme qui s'incarne empruntera un chemin qui lui sera propre. Comme tout ce qui est sur Terre, il y a tellement de similarités entre ce qui constitue l'expérience de l'autre, mais ce qui constitue aussi notre expérience. La différence vient de la manière de percevoir ces différentes étapes. Elle vient aussi du potentiel et de la volonté que l'on met à développer notre propre conscience de ce monde et nos propres talents innés. Non pas nécessairement pour manifester de grandes choses qui seront reconnues par toute la communauté humaine, mais simplement pour vivre, expérimenter, connaître ce qu'est la vie sur Terre. Aussi, c'est donc une expérience d'une infinie richesse qui nécessite une préparation méticuleuse. Et pour bien préparer un esprit prêt à s'incarner, il y a tout un contexte et une multitude d'outils et de présences qui sont là, prêtes à faire en sorte que ce voyage soit le plus merveilleux des voyages. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai comme toujours pris un énorme plaisir à vous constituer, vous préparer et vous proposer cet épisode de podcast. Merci encore infiniment, puisque après un petit peu plus d'1 an d'existence, nous avons déjà passé les 70 000 écoutes sur le podcast, ce qui est juste énormissime. Alors un grand merci. Sachez que lorsque vous partagez les épisodes sur les réseaux et que vous me taguez sur mon compte @nouvellevibration, vous faites vivre et grandir ce podcast. Alors merci pour tous vos partages, merci pour vos encouragements, vos messages adorables sur Instagram, merci de votre fidélité, de votre présence, et je vous dis à tout bientôt dans un nouvel épisode de podcast.